Maintenant, nous allons passer rapidement à Madame Retter, Michèle Retter, qui est vice-présidente de l'Association de parents européenne, on le dira en français, et également présidente de l'Association de parents du Grand-Duché Luxembourg. Alors, je vous donne la parole. Je crois que vous voulez nous parler du désir d'avoir des enfants épanouis au Luxembourg comme partout dans l'Europe. Pas seulement des enfants épanouis, mais également des parents épanouis, parce que ça, c'est la conséquence de beaucoup de choses. Pour un enseignement épanouissant et de qualité au service de tous les enfants en Europe, comme je viens des parias que sont les parents engagés, desquels dans certains pays on ne veut rien entendre, parce que c'est ceux qui réclament et qui ont des demandes au système scolaire. Donc nous venons d'une époque où souvent sur les portes il était marqué « chiens et parents restez dehors ». Dans tous les pays membres de l'Union européenne, la qualité de l'éducation et de la formation est une question qui revêt la plus haute priorité politique. On estime que des niveaux élevés de connaissances, de compétences et de qualifications sont des conditions fondamentales de la citoyenneté active, de l'emploi et de la cohésion sociale. De nombreux États cherchent à améliorer la réussite scolaire, particulièrement en raison de la problématique du décrochage scolaire et de la stagnation du taux de jeunes ayant des diplômes. Chaque État membre de l'Union européenne est responsable de ses propres systèmes d'éducation et de formation, et les politiques adoptées au niveau de l'Union sont conçues pour soutenir les actions nationales et contribuer à aborder des problèmes communs tels que le vieillissement de la population, le manque de main-d'œuvre qualifiée et la concurrence mondiale. Donc c'est un discours vraiment très politique, qui se base sur l'économie pour demander une meilleure réussite scolaire. Les inégalités que l'on constate actuellement dans le domaine de l'éducation et de la formation font encourir aux personnes, aux sociétés et aux économies d'importants coûts cachés. C'est ce que nous dit l'Europe. L'éducation doit réussir à produire un haut niveau d'excellence et doit élever le niveau général de compétences de manière équitable. L'inclusion sociale est un autre problème clé. Donc je vous lis ce que nous dit la communauté européenne. Ils ont donc 5 critères de référence pour améliorer les systèmes éducatifs. C'est d'abord réduire le décrochage scolaire pour qu'il ne dépasse pas 10%. Je ne vais pas tout vous lire parce que ce serait beaucoup trop long. Assurer qu'au minimum 85% de jeunes terminent le 2e cycle de l'enseignement secondaire. Pour y parvenir, les seules solutions qu'ils proposent, et qui ne sont pas faciles, puisque les solutions les laissent bien au niveau des pays pour ne pas intervenir dans les politiques nationales, on va leur proposer de réduire le pourcentage des élèves de 15 ans qui éprouvent des difficultés en lecture, en mathématiques et en sciences inférieures à 15%. Le pourcentage des jeunes en décrochage scolaire devrait être inférieur à 10%. Quand on sait qu'à Luxembourg, pour donc faire une évaluation formative du système scolaire, 41% des élèves réussissent sans échec scolaire le lycée. Ça veut dire que 60% n'y réussissent pas. Ça, c'est un grand problème, et on sait qu'un navire comme l'éducation nationale ne peut pas redresser sa barre aussi rapidement, et s'il nous reste 10 ans pour le faire, c'est un grand problème. En plus, on sait que Luxembourg, le pays dont on parle toujours, qu'il est si riche, a 13% de sa population qui vit dans une pauvreté relative, mais 20% de ses enfants. Et qu'au Luxembourg, on parle de 6,5% de chômage, mais on parle de 17% chez les jeunes. Donc il n'y a pas beaucoup de moyens ni de références pour changer la solution. Et alors vient se rajouter quand même heureusement la recherche. Souvent on n'écoute pas la recherche, mais dans ce cas-là, il y a quand même une nouvelle voie qui a été ouverte et qui nous est venue de la Grande-Bretagne, où il y a une étude où l'État de Grande-Bretagne a demandé à la recherche de trouver si on doublait l'investissement financier dans les systèmes scolaires, si ça avait un impact sur la réussite scolaire. Et là, on a découvert que ça ne faisait pas grand-chose. On pouvait même doubler les finances, ça ne servait pas à grand-chose.
Un des éléments, à part la formation des enseignants, tout ce qu'on a entendu ce matin, je ne veux pas l'exclure, mais ce qui m'intéresse moins, c'est la collaboration accrue entre école, famille et communauté. C'est la reconnaissance des parents comme facteur décisif dans la qualité scolaire, mais il ne faut pas faire comme le Luxembourg, pas mettre les parents dans les plans de réussite scolaire comme opposition aux enseignants, mais plutôt une reconnaissance des parents comme partenaires. Et là, il faut définir quel est le rôle de partenariat. Donc, quel est le rôle de chacun dans ce partenariat? Est-ce qu'il y a les experts et les profanes, ou est-ce qu'il y a c'est d'experts à experts? Donc, en contrepartie, les parents au niveau européen, ce qui est l'EPA, qui est la Fédération européenne des parents, où 30 pays sont membres, donc où 30 pays envoient leur fédération nationale pour discuter ensemble des droits des parents dans les systèmes scolaires et dans la société en général. Donc, on a décidé de réagir à cette suite et de faire une charte des droits des parents, non pas en opposition avec la charte des enfants, parce que souvent dans les discussions juridiques, on a charte des droits des enfants par rapport à charte des parents. Mais c'est sur la même branche qu'ils doivent se situer si on veut changer les choses. Donc la reconnaissance des parents comme principaux éducateurs, pas seulement premiers, mais principaux, ce qui veut dire que des études démontrent bien que jusqu'à l'âge de 11 ans, l'apprentissage familial est équivalent à l'apprentissage de l'école. Donc l'importance de cet apprentissage à la maison est très très important et il faut l'aider à se développer. Il faut mettre les parents dans la situation de comprendre comment c'est important de passer du temps de qualité avec les enfants. Donc, c'est aussi l'accès à toutes les informations. Si on veut bien reconnaître les parents comme experts, il faut bien leur donner les informations nécessaires pour discuter dans les politiques éducatives et scolaires. Et bien sûr, ils doivent être activement consultés, non pas seulement de temps en temps quand ça nous plaît bien, mais vraiment à chaque niveau et notamment également au niveau européen. Donc, je passerai donc très vite sur la définition qu'on a déjà eu ce matin sur le bien-être. Donc les parents ne sont pas tellement intéressés par les facteurs économiques, mais plutôt par le bien-être de l'enfant, donc une notion médicale où on vient rajouter le scolaire et le social, et la qualité comme un enseignement adapté à chaque enfant, qui lui permettra de plus tard de mener une vie d'adulte digne et de subvenir à sa famille, tout en pensant que tout ce qui se fait au niveau de la sélection et de l'échec scolaire, au niveau de nos systèmes scolaires, est quand même une atteinte aux droits des enfants. Et ça, il faut bien le savoir. Donc la définition que font les parents d'eux-mêmes, qui est beaucoup plus pour un avenir heureux de leurs enfants et un épanouissement, c'est bien loin de ce que définit par exemple l'Union européenne qui voit que la notion économique. Donc je passerai donc très vite à cette définition de partenariat. Nous venons donc d'une situation où ce partenariat actif est également une citoyenneté active et démocratisation de ce qui se passera dans l'école. Donc il faut être très conscient que peut-être dans la discussion politique, on n'aime pas trop que les gens viennent s'en mêler. Donc il est plus facile d'avoir des gens qui ne réclament rien, qui s'éloignent de ces discussions que de participer. Donc nous passons de la situation que nous connaissons dans beaucoup de nos pays d'Europe centrale, ce qui n'est pas le cas des pays nordiques, où les parents ne s'immiscent pas à l'école et font pleinement confiance à l'école et à ses représentants. Les parents délèguent leur pouvoir parental aux autorités scolaires et il y a toujours ces discussions éducation versus instruction. Donc on n'aime pas que les parents viennent se mêler des questions pédagogique et on arrive à des définitions au système luxembourgeois. Climat scolaire veut dire tout ce qui se passe dans l'école sauf ce qui se passe dans la classe, parce que là les parents ne sont pas admis dans les discussions. Donc on va vers une position qui est favorisée par la position de l'Union européenne qui subventionne l'EPA et les parents comme stakeholders,
qui demandent que les parents s'investissent davantage dans le suivi scolaire de leurs enfants, avec une importance accrue de la performance et de la réussite scolaire, avec la difficulté, bien sûr, qui en déchet automatiquement que les parents ont beaucoup de difficultés de concilier le travail et la famille. Et avec une remise en question des systèmes d'éducation qui passe maintenant de la discussion de l'accessibilité, donc la démocratisation de l'éducation, à la réussite du plus grand nombre. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très difficile à comprendre pour certains partenaires scolaires. Donc, il y a les différents types de parents. Il y a ceux qui sont alliés, collaborateurs, ceux qui s'engagent partout, puis il y a ceux qui sont consommateurs et démissionnaires. Et la même typologie, vous pouvez la constater chez les enseignants. Les enseignants sont ceux qui sont autoritaires, qui refusent toute réforme ou qui sont désengagés. On a de toutes sortes de partenaires. Donc la discussion dans le partenariat est toujours celle de la place laissée aux différents acteurs, que ce soit la place laissée aux parents ou celle qui est prise par les parents, parce que ça aussi, beaucoup ne sont pas capables de prendre cette place qu'on leur laisse. Donc, on va passer par un... Est-ce que ça a bougé? Oui. Par la position qui est celle que défend actuellement l'EPA, qui est également dans la même évolution d'évolution dans le partenariat, qui est par un plus grand pouvoir décisionnel accordé aux parents, avec l'intrusion du parent dans le domaine pédagogique, parce qu'il n'y a pas de raison pourquoi on est les éducateurs principaux et qu'on ne comprenne rien en pédagogie, avec une plus grande proximité des parents avec l'école et les enseignants, avec bien sûr ce qui en ressort, bien sûr, c'est les parents plus critiques envers l'école, ce qui veut dire aussi qu'ils peuvent être embêtants. Et avec une complexification des relations et des attentes école-famille, passant du parent démissionnaire au parent engagé et du parent individuel, celui qui vient à l'école pour avoir les informations sur son enfant, et le parent collectif, celui qui est la représentation au niveau d'une association ou d'une fédération, par exemple, vers une plus grande ouverture sur la communauté. J'insiste sur ce point parce que c'est souvent oublié dans les systèmes. Pour expliquer, il y a un proverbe africain qui dit « il faut tout un village pour éduquer un enfant, il faut toute une communauté aussi pour éduquer un enfant ». Donc je pense qu'il faut penser à tous ces réseaux qui tournent autour de l'école, où il faut faire des connexions, parce que nous ne sommes pas dans la situation de la Finlande. Nous avons des systèmes scolaires qui vont bien au-delà de midi et 2 heures ou 4 heures. Donc il faut des mesures et des structures autour de l'enfant. Vers ce que nous attendons tous et où sont en discuté les pays comme le Canada, vers un partage du pouvoir avec une cogestion des écoles et une collaboration totale des parents, ce qui est l'objectif final de ce qu'on peut souhaiter à tous les pays européens pour avoir vraiment une participation dans le système. Mais il y a bien sûr une problématique, c'est celle de la réussite scolaire, parce que il n'est pas pour autant réglé, spécialement pour les enfants à pronostic socio-éducatif défavorable et à risque. Et là, je parle de tous ces parents qui n'ont pas le temps, qui sont occupés par leurs autres problèmes financiers, leur travail, etc., qui n'ont pas la possibilité. Il s'agit des parents avec arrière-fond de migration qui n'ont pas les tools pour la communication nécessaire, etc. Donc, il faut penser à cela si on veut vraiment faire changer le système. Et là, il faut un développement des compétences des parents pour l'intervention auprès de leurs enfants, et je dis auprès de leurs enfants, au niveau éducatif et bien sûr scolaire. Parce que de plus en plus, nous voyons que les difficultés éducatives deviennent de plus en plus importantes et qu'il faut de l'aide et de soutien pour les parents. La collaboration et l'implication de parents, donc en passant du parent individuel au parent collectif, on voit bien que l'étude qui a démontré que même si le parent s'implique dans le processus d'apprentissage de l'enfant, que ça avait un effet immédiat sur la réussite scolaire. Mais pour ceux où les parents ne s'impliquent pas, le fait qu'il y ait d'autres parents qui s'impliquent dans la communauté scolaire
peut avoir un effet moindre, mais peut avoir un effet. Donc il faut absolument essayer de fortifier ce mouvement des parents collectifs, parce que le bénévolat est une belle chose, mais elle est en train de mourir à grand V dans toutes nos sociétés. Donc il faut de la prévention, de la préparation à la scolarisation pour ces parents, et bien sûr des informations ou des formations au niveau des transitions scolaires, parce que là les parents sont toujours présents. Ces moments sont très précieux pour les systèmes scolaires. Il faut faire très attention de ne pas demander aux parents de prendre un jour de congé pour accompagner leur enfant à l'école et ne pas utiliser ce temps qu'ont pris les parents pour leur donner les informations et les attentes qu'a l'école vis-à-vis d'eux, et à l'inverse, se demander quelles sont les attentes des parents vis-à-vis du système scolaire. Et alors, il faut développer des compétences des parents comme individus. Et là, on est dans une discussion qui est menée largement dans les pays germaniques, c'est-à-dire la formation des parents. Et je vous conseille de lire professeur Klaus Hurlmann sur ce sujet. Et bien sûr, on est dans une discussion là aussi de responsabilité des politiques familiales, sociales et éducatives, parce qu'il faut des programmes de formation des parents, non seulement dans le lifelong learning process, et valoriser ces formations sur le marché du travail, ou donner un autre attrait pour que les parents viennent assister à ces formations. Et ces formations doivent être bien sûr adaptées à la population en question. On ne peut pas mettre tout le monde dans la même formation. Et les allocations familiales du siècle passé, donc, que nous connaissons tous dans notre pays, qui sont très politiques et sont haussées à chaque élection ou abaissées après. Donc, passer vers des structures d'aide et de soutien pour les familles. Et il faut savoir que l'appauvrissement est visible chez les familles avec enfants. Et de plus en plus, nous avons des couples en Europe centrale qui ne veulent plus d'enfants parce qu'ils savent que ces enfants sont un critère d'appauvrissement. Il faut penser à l'hétérogénéité des populations scolaires avec une formation des enseignants plus ouverte à la multiculturalité. Ça, c'est un point important. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites à ce niveau-là. Il faut des moyens pour les parents partenaires pour interagir et reconnaître le travail éducatif des parents en général, comme tout travail à valeur économique. Et là, il faut se poser des questions. Bien sûr, comment on va estimer ce que font les parents tous les jours dans le critère de l'éducation. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette dimension européenne, et merci. Je pense que, j'espère que les parents continueront à se réunir au niveau de l'Europe pour être toujours mieux entendus.